Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique. Darius Pini, professeur à l'Université de Lausanne et directeur du Centre Live sur les parcours de vie et les vulnérabilités. Je m'appelle Anna Hassan et je suis titulaire d'un doctorat en sciences sociales de l'Université de Lausanne. Contrairement à l'idée que le modèle c'est la santé, en fait, défend l'idée que c'est plutôt la vulnérabilité qui est la base de la vie. En fait, on est tous vulnérables. L'idée, c'est d'accompagner cette vulnérabilité. Bonjour, c'est Spectra. Comment les événements de la vie impactent-ils notre comportement sur notre santé ? Si vous avez déjà parcouru le numéro 132 de l'édition papier ou online de Spectra, vous aurez certainement vu passer l'étude de Darius Pini et de son équipe du Centre Lives à l'Université de Lausanne. Intitulée « Événements critiques de la vie et comportements à risque liés à la santé à l'âge adulte », elle a été commandée par l'Office fédéral de la santé publique. Le professeur Spini et les docteurs Hassan et Klaas ont parcouru la littérature principalement anglo-saxonne afin de compiler de nombreuses études longitudinales sur le sujet. Il en ressort des tendances parfois surprenantes dont nous allons parler avec Anahita Hassan et Darius Spini. Des résultats qui donnent des perspectives aussi pour la prévention et la formation. Et puis nous parlerons encore de Cause commune, un projet d'études longitudinales suisse qui aborde le même sujet à Chavannes-près-Renan. Il a démarré il y a 2 ans et les résultats sont attendus dans 5 ans au moins. Professeur Darius Spini, bonjour. Tout d'abord, c'est quoi le Centre Lives ? Le Centre Lives est un centre interdisciplinaire qui est à la fois à l'Université de Lausanne et Genève, avec une collaboration avec la HSSO. Et en fait, nous étudions les parcours de vie, c'est-à-dire qu'on est beaucoup sur des études longitudinales qui suivent les individus dans leur carrière professionnelle, de leur santé, dans leur vie familiale. Et on essaie justement de développer des modèles de compréhension de comment les individus font face aux différents événements de vie, aux différents stresseurs qui peuvent parcourir une vie et aussi voir comment renforcer la résilience, les capacités à faire face à ces événements tout au long de la vie. Est-ce que c'est mesurable ? Alors oui, c'est ce qu'on fait. En tout cas, on essaye. Évidemment, la compréhension globale de l'individu et de son développement est toujours d'une complexité qui fait que nos explications, nos modèles sont toujours partiels, mais on arrive quand même à comprendre des dynamiques et surtout à essayer de comprendre comment individus, contexte et société en fait jouent dans ces parcours. Et comme montré aussi, je pense que c'est une des caractéristiques de notre groupe, que les parcours individuels sont inscrits en fait dans des périodes historiques, dans des relations sociales et également dans des sociétés, des contextes sociopolitiques qui font que les inégalités sociales, les questions de genre, les questions de migration, toutes des questions globales, le Covid aujourd'hui, vont impacter sur les parcours de vie et que ce n'est pas qu'une question individuelle. Au départ du mandat, il était question d'analyser des données, puisque en fait, on manque de données en Suisse sur ces éléments. Et d'ailleurs, l'analyse que nous avons faite sur la littérature ensuite, qui était un pré-mandat en fait de ce qu'on avait ambitionné, montre en effet qu'il y a très peu de données en Suisse sur les événements de vie et la santé. On peut aussi ajouter que si les études sont faites en Angleterre et aux États-Unis, c'est aussi parce que les pionniers des études longitudinales sont dans ces pays. C'est-à-dire que vraiment les chercheurs qui ont vraiment développé cette approche longitudinale ont émergé dans ces 2 environnements académiques. Vous dites que vous êtes étonné dans les parcours de vie des gens de cette adaptabilité étonnante à peu près à tout. Oui, alors c'est une des constatations comme psychologue social que j'ai pu faire, c'est qu'en effet la résilience, disons, individuelle, le fait de pouvoir faire face à différents événements stresseurs est généralement très très forte, et l'adaptabilité des individus est très très forte, et c'est un constat qu'on fait régulièrement, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais ce qui veut dire quand même que la plupart des individus ont des ressources individuelles, sociales, matérielles pour faire face aux événements qu'ils rencontrent. Et ça veut dire quoi sur la prévention ? Sur la prévention, une des choses que l'on voit, qui nous a un peu étonnés dans l'analyse que nous avons faite, c'est que pour beaucoup d'événements de vie, en fait, la retraite ou d'autres événements qui peuvent être plus ou moins attendus, on constate que les effets sur les comportements de santé sont réels, mais pas forcément durables.
C'est-à-dire qu'ils consomment peut-être plus d'alcool, plus de tabac, moins d'activité physique, etc. Mais pour beaucoup de ces transitions, en fait, on remarque que ces comportements dits à risque pour la santé sont peut-être des moyens aussi de faire face justement à des situations difficiles et au bout d'un moment, en fait, d'autres moyens ou d'autres sources où la situation change, ce qui fait que justement les individus réussissent à s'adapter, ce qui fait que ces consommations diminuent dans le temps. Une des choses qu'on a vues sur la consommation de drogue, c'est que la mise en couple, par exemple, pouvait être un déclencheur d'arrêt de consommation de drogue, comme la cocaïne, pour des gens, par exemple, qui travaillent mais qui consomment, ce qui est un phénomène qu'on connaît aussi. Pas toujours imaginer que la consommation de drogue est liée à de la marginalité. Ces consommations, par exemple, quasi quotidiennes, enfin en tout cas régulières, de produits, de substances, peut être modifiées, par exemple, par la mise en couple. Et les enfants et d'autres choses. Exactement. Alors, les responsabilités familiales diverses, quoi, ou des relations familiales diverses. Et en effet, l'arrivée d'un premier enfant, on voit un effet assez massif sur l'activité physique, sur la consommation de tabac et alcool. L'étude de Dario Spini et son équipe distingue 3 événements clés de la vie qui sont des stresseurs qui influent sur les comportements à risque liés à la santé. La séparation ou la perte d'emploi, la retraite involontaire et, plus surprenant, le début des études. En effet, malgré ce qu'on pourrait penser, celle-ci engendre plutôt la baisse d'activité sportive, une prise de poids et la consommation d'alcool. Il semblerait d'autre part que, selon ce rapport, les différences de genre auraient une plus grande influence sur les changements de comportement en matière de santé que les différences socio-économiques ou l'âge. Cette question, nous l'avons posée à l'une des co-auteurs de l'étude, la docteure Anaïta Ehsan. Anaïta Ehsan travaille principalement sur les déterminants sociaux de la santé. Actuellement à Londres, elle n'était pas joignable en ligne, mais elle a pu nous envoyer avec gentillesse un enregistrement tout à fait éclairant. Je m'appelle Anna Ehsan. Je travaille actuellement comme chercheuse au sein du Center for Society and Mental Health à King's College London. Pour répondre à votre question sur les différences de genre, je ne dirais pas que le genre a une plus grande influence que les facteurs socio-économiques ou l'âge. C'est plutôt que cela ressort davantage des recherches publiées. Nous devons également nous rappeler que le genre présente un aspect intersectionnel dans la mesure où les différentes identités d'une personne, par exemple en fonction de sa classe sociale, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle et d'autres facteurs, peuvent superposer et interagir avec le genre. Le rapport a été utile pour résumer ce qui existe, mais il ne permet malheureusement pas d'entrer dans ces détails. Dans les études plus scientifiques et spécifiques qui ont mis en évidence une différence entre les genres, l'explication récurrente donnée par les auteurs est qu'elle est liée à des normes sociales genrées et à différents facteurs de stress qui sont liés aux attentes. Par exemple, les attentes des mères et des pères après la naissance du premier enfant peuvent être très différentes selon les valeurs familiales. Il s'agit bien sûr d'une construction sociale, mais les personnes intériorisent ces normes et ces valeurs qui exercent une pression individuelle. Les différents niveaux de stress qui ont des causes sociales peuvent éventuellement entraîner des réactions différentes sur les niveaux psychologiques et biologiques. Oui, alors ça, c'est une des difficultés ou une des choses qui manquent encore dans ces études de parcours de vie, de trajectoire de santé, dans le sens où la plupart des études prennent un événement de vie. Et on peut faire l'hypothèse que c'est l'accumulation d'événements qui va vraiment créer une différence dans les comportements ou un sentiment d'échec ou de solitude qui peuvent suivre plusieurs événements de vie dans lesquels on serait victime. Donc c'est vrai que ça, c'est une des questionnements ou des recherches qu'il faudrait développer, c'est-à-dire de pouvoir suivre les gens assez longtemps ou avoir assez de gens qu'on suivrait pour pouvoir voir si le cumul d'événements a un effet qui augmenterait les stresseurs et donc des problèmes de santé à court ou long terme. Dario Spini, vous avez lancé il y a peu une étude tout à fait particulière, Cause commune, à Chavannes-Près-Renans, à 2 pas de l'Université de Lausanne. Vous pouvez nous parler de ce projet ? À Chavannes-Près-Renans, on essaye de voir justement les liens entre, le lien social justement qu'on essaye de favoriser dans les quartiers de Chavannes-Près-Renans, donc avec le service de la cohésion sociale de Chavannes-Près-Renans, et avec l'idée que si il y a une émergence en effet de solidarité, de liens, de cohésion sociale, d'inclusion sociale dans la commune, en tout cas une augmentation, il y aurait un effet positif aussi sur la santé. Donc on essaie de voir comment
les contextes au niveau quartier, au niveau commune peuvent également impacter, puisque c'est quand même une des tendances lourdes aujourd'hui des réflexions sur la prévention, que justement qu'on peut certes avoir des effets sur les individus, mais qu'en fait, c'est souvent par une vision plus holistique de la santé qui implique justement les lieux de vie, le travail, la famille, qu'on arrivera à modifier vraiment les comportements et que l'information seule des individus ne suffit pas en général. Enfin, une étude longitudinale sur le sujet en Suisse. Oui, alors dans l'étude cause commune, en effet, on a une étude longitudinale, on fait une deuxième série dans l'enquête et on prévoit une autre dans 2 ans, avec justement à la fois une activité sur le terrain, c'est-à-dire qu'on participe à ce que fait le service de la cohésion sociale pour justement favoriser les liens dans les quartiers et les relations sociales et les activités aussi à travers par exemple l'ouverture de locaux de quartier. Mais également, justement, on essaie d'évaluer l'effet de cette nouvelle activité du service de la cohésion sociale dans le temps en faisant une étude longitudinale et on est en train de récolter, en fait, on a envoyé le questionnaire à toute la population de plus de 18 ans de Chavannes-Prerlan. Avec l'aide de la commune, de la Fondation Lennart et on espère demain du Fonds national, on espère pouvoir suivre justement ce projet et le documenter aussi pour justement voir quelles peuvent être les pratiques qui peuvent être reprises aussi et transférées dans d'autres communes. Une étude qui va prendre du temps, peut-être plus de temps que prévu, car la pandémie a cassé la dynamique des liens sociaux et il faudra, d'après Dario Spini, 4 à 5 ans encore pour voir une potentielle émergence de corrélation entre liens sociaux et santé. Vous demandez aussi que les professionnels soient mieux informés par rapport à ces événements de vie. Ça se passerait comment ? Par exemple, on voit que la parentalité et la grossesse ont des effets notamment sur les femmes. Et donc que peut-être, par rapport à une transition donnée, il faudrait, ou bien on a parlé de la retraite involontaire, sont des événements sur lesquels on pourrait centrer des activités de prévention en ciblant ces groupes de manière beaucoup plus précise pour les aider justement à trouver des ressources et à utiliser en fait leurs ressources pour mieux passer ces caps en termes de comportement de santé et de santé. D'accord. Et concrètement, ça ressemblerait à quoi ? Par exemple, par rapport à la retraite involontaire, on voit qu'il y a une diminution de l'activité physique, il y a une prise d'alcool, de tabac. Donc, ça pourrait être, par exemple, de voir comment accompagner les personnes qui subissent ces retraites involontaires pour justement qu'elles soient moins angoissées, qu'elles se sentent moins seules, etc. Donc, soit par des accompagnements de coach, de psychologiques, soit au contraire en faisant des programmes d'aide pour ces gens, pour pas qu'ils retrouvent vite du travail ou qu'on puisse les accompagner, parce qu'on sait que ça concerne aussi beaucoup des seniors qui ne peuvent pas encore arriver à la retraite, etc. Et ces situations, par exemple, sont assez difficiles. Donc l'État peut aussi réfléchir à comment mieux cibler des aides ou des accompagnements pour ces personnes, sachant qu'on peut rarement récupérer un emploi facilement, étant donné que c'est l'économie qui décide et pas l'État, quoi. Parce que, en fait, quand vous dites ce serait bien que l'État fasse ça, c'est qui va le dire ? Je pense que ça peut venir de deux manières, c'est-à-dire soit augmenter la responsabilité des entreprises quand elles prennent des décisions, par exemple de licenciement collectif, c'est-à-dire d'avoir une responsabilité par rapport aux personnes, pas seulement financières, mais peut-être aussi justement en mobilisant des aides pour ces personnes-là, qu'elles soient individuelles ou de groupe. Et puis, évidemment, des aides financières de différents ordres peuvent être aussi organisées par l'État. On voit qu'il y a des rentes-ponts, par exemple, mais ça concerne les personnes qui arrivent au bon âge, etc. Peut-être qu'il y a une réflexion plus globale sur le chômage qui peut être faite, parce que souvent, en fait, aujourd'hui aussi, on voit que les chômeurs sont responsabilisés individuellement du fait de retrouver du travail, etc. Et on voit que dans beaucoup de situations, en fait, s'il n'y a plus de job, si on n'a pas les compétences que le marché requiert ou on est trop cher parce qu'on est trop âgé, en fait, les individus ne peuvent pas grand-chose. Et donc, il y a un double message, en fait, de responsabilité individuelle, un peu paradoxal, avec justement le fait que c'est souvent le marché qui décide si les gens peuvent être réintégrés ou pas. Donc, on peut faire des choses en Suisse ? Bien sûr qu'on peut faire des choses en Suisse, on en fait déjà. Enfin, je ne suis pas en train de dire que non plus qu'on est en train de rien faire. On est plutôt dans un pays qui a des ressources, je dirais. Donc, évidemment qu'on peut faire des choses, mais il faudrait compléter toujours cette vision que c'est l'individu qui est responsable de son parcours par justement une prise en charge de certaines situations, également par un suivi social, par justement
peut-être retrouver aussi des solidarités autres qui sont de type voisinage, de type relations sociales qui ne sont pas toujours des affinités familiales ou amicales, quoi. Et je pense que il y a un risque en effet d'isolement de certaines personnes qui se retrouvent seules à gérer en fait tout le poids de ces transitions. Et je pense qu'il faudrait trouver des moyens qui ne se retrouvent pas seuls en fait. Dans la région de Lausanne, là où on se trouve en ce moment, vous trouvez par exemple qu'il y a une prise de conscience ? Alors oui, je pense qu'il y a une prise de conscience dans l'épidémiologie, dans différentes sciences sociales et médicales, de l'importance du contexte dans la santé et que l'individu est fortement relié aux autres et à son contexte de quartier. Et donc, je crois que cette idée que à la fois le territoire, la santé et le social soient reliés est aujourd'hui vraiment un point fort qui est, compris par la plupart des acteurs. Ce qui manque aujourd'hui, c'est surtout la coordination entre les services. C'est-à-dire le service de l'emploi, le service de l'économie, donc le service de la santé, le service du territoire sont souvent gérés de manière très indépendante. Et en fait, c'est que par la conjonction de ces trois, c'est-à-dire une meilleure sécurité financière pour les individus, des quartiers qui permettent en effet les rencontres, qui permettent la vie sociale, qui permettent de consommer localement, qui permettent de bien consommer localement, et puis également justement des politiques de santé qui sont intégrées à la fois dans ce territoire et ses relations sociales et l'économie vont faire qu'on a une chance de réussir. Mais aujourd'hui, on est encore trop dans une politique de santé, d'une politique urbanistique, une politique de l'économie qui sont dissociées. Spectra, c'est terminé. Merci à Dario Spini de l'Université de Lausanne et à Anaïta Essan du King's College de Londres. Si vous voulez en savoir encore plus sur le sujet des événements de la vie et de la vulnérabilité, je vous renvoie tout d'abord sur le dernier numéro du magazine écrit Spectra. Ça se trouve en ligne à l'adresse spectra-online.ch avec un article qui reprend en détail les principaux résultats de l'étude. Plus d'infos sur le Centre Lives à Lausanne, dirigé par Dario Spini, que vous venez d'entendre dans ce podcast, c'est sur centre-lives.ch. Quant à nous, on s'entend au prochain podcast. À bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.